Lâchez mon père, et la Vierge Marie vous fera marcher à nouveau. La petite voix fluette de la fillette de 7 ans traversa la salle d'audience comme un éclair. Pendant une seconde, personne ne respira. Puis ce fut le rire, comme si tout le monde s'était mis d'accord à l'avance. Ils rirent de la robe bleu clair, des chaussures usées et de l'idée absurde qu'une enfant puisse défier le juge le plus redouté du Texas. Mais Michael Harrison ne rit pas. Non pas parce qu'il croyait, mais parce que pour la première fois en 15 ans, il hésitait. C'est une histoire de foi, de justice et du pouvoir inexplicable que seul une enfant pure peut éveiller. Une histoire qui a changé à jamais la vie de tous ceux qui étaient présents en ce jour extraordinaire. Avant de continuer, laissez un commentaire en nous disant d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'aimerais voir jusqu'où les miracles de la Vierge Marie s'étendent. En cette grise matinée au Texas, la salle d'audience ressemblait à une cathédrale du désespoir. Au centre de tout cela, le juge Michael Harrison, immobile dans son fauteuil roulant, avec le regard d'acier de quelqu'un qui ne connaissait plus la miséricorde. On l'appelait le juge de fer. Personne n'osait rire en sa présence. Mais il n'en avait pas toujours été ainsi. 15 ans plus tôt, il courait des marathons. Il jouait au basket avec ses amis. Il croyait que la justice et la compassion pouvaient aller de pair, jusqu'à cette nuit pluvieuse où sa voiture dérapa sur l'autoroute. Il survécut, mais perdit pour toujours l'usage de ses jambes, et petit à petit, il perdit aussi son âme. Sarah tenta de rester à ses côtés. 2 ans de lutte silencieuse, mais l'homme qu'elle aimait avait disparu, englouti par sa propre amertume. Le divorce arriva en 2011. Sarah déménagea dans un autre État, emportant avec elle les dernières traces d'humanité de Michael. Seul dans un appartement, sans photos ni souvenirs heureux, entouré uniquement de livres de droit et d'une routine mécanique, il devint le juge le plus redouté du Texas. En 15 ans, il a condamné plus de 1000 personnes. Son taux de peine maximale était de 89%. Pour lui, la loi était claire, froide et absolue. Les appels émotionnels ne l'émouvaient pas. Les circonstances atténuantes ne l'intéressaient pas. Le personnel le respectait, mais le craignait aussi. Les avocats expérimentés faisaient tout leur possible pour éviter que leurs affaires ne tombent dans sa cour. Les proches des accusés pleuraient en entendant son nom. Michael avait construit une forteresse de glace autour de son cœur, et rien, personne, ne pouvait la briser. Dans une petite ville du Texas, vivait une famille dont le destin allait bientôt croiser celui du juge Harrison. Robert Thompson, 45 ans, était jardinier depuis plus de 20 ans. Un homme de peu de mots et aux mains calleuses, il travaillait avant l'aube et rentrait lorsque le soleil tirait déjà sa révérence. Veuf depuis 3 ans, il élevait seul sa fille Emma, une fillette de 7 ans aux yeux sombres et attentifs qui semblait contenir plus de sagesse que son âge ne le permettait. Depuis la mort de sa mère, ils étaient inséparables. La modeste maison était toujours remplie de dessins scotchés au mur et de photos épinglées au réfrigérateur. Dans la chambre d'Emma, sur la petite étagère à côté de son lit, il y avait une image de la Vierge Marie qui avait appartenu à sa mère. Avant de quitter ce monde, Linda avait fait promettre à Robert qu'il élèverait leur fille dans la foi. Chaque soir, Emma s'agenouillait près de son lit et priait le chapelet qu'elle avait hérité de sa mère. Les perles usées glissaient entre ses petits doigts tandis qu'elle demandait protection pour son père et pour quiconque souffrant dans le monde. Pour Emma, la Vierge Marie n'était pas qu'une image. Elle était une mère présente, aimante, toujours prête à écouter. La vie n'était pas facile, mais elle était pleine d'amour. Robert subvenait aux besoins du foyer par son travail acharné, mais il ne laissait jamais manquer d'affection, de présence et d'attention. La communauté le respectait comme un homme honnête et infatigable, toujours prêt à aider un voisin dans le besoin. Emma était aussi chérie de tous. À l'école, ses professeurs louaient sa gentillesse et son intelligence. Elle était l'une des meilleures élèves de sa classe, mais elle ne s'en vantait jamais. Au contraire, elle aidait les camarades qui avaient des difficultés, toujours avec un sourire et des mots d'encouragement. C'était une famille simple, mais riche en caractère, en foi et en espérance. Mais en décembre 2022, leur vie paisible fut brisée par une accusation qui allait tout changer à jamais. C'était un froid matin de décembre lorsque la vie de la famille Thompson fut bouleversée. Robert était dans le jardin, préparant ses outils pour une autre journée de travail, lorsque 2 voitures de police s'arrêtèrent devant la maison. Emma, qui se préparait pour l'école, courut à la fenêtre. Robert Thompson, demanda le détective, grand et inexpressif. « Oui, c'est moi. Vous êtes en état d'arrestation pour le cambriolage de la bijouterie survenue dans la nuit du 15 décembre.
Vous avez le droit de garder le silence. Robert se figea. Cambriolage? Il n'avait jamais rien pris à personne, pas même un bonbon dans un magasin quand il était enfant. Il doit y avoir une erreur. Je n'ai pas fait ça. Dites ça au juge, répondit le détective en lui menottant les poignets. Emma courut à la porte, en pleurant. Papa, tout va bien se passer, ma princesse, dit-il, forçant un sourire. Papa n'a rien fait de mal, mais rien n'allait s'arranger de sitôt. La voisine, Madame Williams, tint Emma tandis que les voitures s'éloignaient avec la seule famille qu'il restait à la fillette dans le monde. Quelques heures plus tard, les détails furent révélés. La bijouterie avait été cambriolée quelques jours plus tôt. Les caméras montraient un homme ressemblant à Robert. Des témoins avaient rapporté avoir vu un homme correspondant à la description de Robert dans la zone à ce moment-là. Les relevés de téléphone portable le plaçaient près de la scène. Et la preuve la plus accablante, l'un des bijoux volés, avait été trouvé dans le coffre de son camion lors de la fouille policière. Pour un étranger, l'affaire semblait solide. Pour ceux qui le connaissaient, c'était absurde. Robert Thompson n'avait jamais rien volé. C'était un homme de principe qui avait enseigné à sa fille qu'il valait mieux endurer les difficultés que de prendre ce qui ne lui appartenait pas. James Mitchell, un avocat commis d'office, prit l'affaire en charge. Il était expérimenté mais surchargé de travail, avec peu de ressources et des dizaines d'affaires empilées sur son bureau. Quand il rendit visite à Robert en prison, il trouva un homme brisé. « Je jure sur la mémoire de ma femme, » dit Robert, la voix tremblante. « Je n'ai pas fait ça. Ma fille a déjà perdu sa mère. Elle ne peut pas perdre son père aussi. » Mitchell le crut, mais il savait que prouver l'innocence était bien plus difficile que prouver la culpabilité, surtout avec des preuves aussi parfaites. Et il y avait un dernier problème. L'affaire serait jugée par Michael Harrison, le juge qui ne montrait jamais de pitié. Pendant que Robert languissait en détention provisoire, Emma vivait un cauchemar qu'aucune enfant de 7 ans ne devrait jamais connaître. Madame Williams l'accueillit temporairement, mais la petite fille pleurait toutes les nuits, demandant son père. À l'école, elle ne pouvait pas se concentrer. Les professeurs tentaient de la réconforter en vain. Chaque soir, agenouillée près du lit d'emprunt, Emma tenait le chapelet de sa mère et murmurait « Vierge Marie, tu sais que mon papa n'a pas fait ça. S'il te plaît, aide les gens à voir la vérité. » Elle ne demandait pas seulement la libération de son père. Elle priait aussi pour le juge, même sans savoir qui il était. Vierge Marie, continuait-elle sa prière nocturne. Si le cœur du juge est fermé, s'il te plaît, ouvre-le. S'il est triste, console-le. S'il ne peut pas voir la vérité, illumine ses yeux. Pendant ce temps, l'avocat de la défense James Mitchell faisait tout ce qu'il pouvait. Il interrogeait les preuves, cherchait des failles, essayait de gagner du temps, mais il savait qu'il serait presque impossible de vaincre le procureur David Shen, connu pour sa froideur et sa soif de victoire. Shen traitait chaque procès comme une bataille personnelle. Pour lui, la vérité n'importait pas, seule la victoire comptait. À la veille du procès, Emma ne put dormir. Elle passa des heures à genoux, priant avec une telle intensité que même Madame Williams en fut bouleversée. « Ma chère, tu as besoin de te reposer, » dit la vieille voisine. Alors Emma regarda la femme avec ses grands yeux sérieux. « Croyez-vous au miracle ?» La vieille dame hésita puis murmura, « Oui, ma chérie. Je crois que la Vierge Marie peut accomplir des miracles, et peut-être qu'un miracle de la Vierge Marie est exactement ce qui sauvera ton père. » Emma sourit pour la première fois depuis des semaines. « Alors je demanderai un miracle. Je demanderai à Notre-Dame de révéler la vérité. » Et elle fit une promesse silencieuse, « Vierge Marie, si tu sauves mon papa, je passerai toute ma vie à parler de ton amour. » La salle d'audience était plus bondée que d'habitude en ce matin de mars. L'histoire du jardinier accusé de cambrioler une bijouterie avait retenu l'attention des médias locaux. Des journalistes occupaient les rangées du fond, des caméras discrètement positionnées, prêtes à immortaliser une nouvelle condamnation du célèbre juge de fer. Emma arriva main dans la main avec Madame Williams, vêtue de sa meilleure robe, bleu clair comme le manteau de la Vierge Marie. Dans son sac d'école, elle portait le chapelet de sa mère et une petite image de Notre-Dame. Quand elle vit son père être amené par les gardes, Emma essaya de courir vers lui, mais fut doucement retenue par Madame Williams. Robert regarda sa fille avec un sourire triste, essayant de lui transmettre de la force, même s'il était brisé à l'intérieur. Le juge Michael Harrison entra dans son fauteuil roulant avec l'expression que tous connaissaient, froide,
calculatrice, impassible. Ses yeux parcoururent la salle bondée sans montrer aucune émotion. Pour lui, ce n'était qu'une autre affaire, juste une autre matinée de travail. Mais lorsque son regard croisa brièvement celui d'Emma, quelque chose d'étrange se produisit. Pendant une seconde presque imperceptible, il sentit une oppression dans sa poitrine qu'il ne pouvait expliquer. La petite fille le regardait avec des yeux intenses, non pas avec peur ou colère, mais avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Le procureur Chen présenta l'affaire avec brio et sans pitié. Les preuves furent exposées méthodiquement, les images des caméras de sécurité, les témoignages des témoins, les relevés plaçant Robert dans la zone du crime, et surtout, le bijou trouvé dans son camion. Mesdames et messieurs du jury, dit Chen d'une voix théâtrale, les preuves sont irréfutables. Robert Thompson est coupable de vol aggravé et doit payer le prix maximum. Quand Chen acheva sa présentation, une lourde certitude flottait dans l'air que Robert serait condamné. Les preuves semblaient bien trop solides pour être contestées. James Mitchell fit de son mieux pour la défense. Il interrogeait les preuves, cherchait des failles, essayait de gagner du temps, mais il savait qu'il serait presque impossible de vaincre le procureur David Chen, connu pour sa froideur et sa soif de victoire. Il présenta des témoignages de moralité, montra que Robert n'avait jamais été arrêté auparavant, souligna sa réputation dans la communauté, mais ses mots sonnèrent faibles face au poids des preuves présentées par l'accusation. Mitchell savait qu'il était en train de perdre l'affaire, et au regard glacial du juge Harrison, il savait qu'il n'y aurait aucune pitié. Vint ensuite le moment le plus crucial, les plaidoiries finales et le prononcé de la peine. Chen prononça son argumentaire final, confiant dans la victoire. Mitchell tenta un dernier appel émotionnel, parlant d'Emma, de la famille brisée, de l'importance d'être absolument certain avant de séparer un père de sa fille. Mais ces mots résonnèrent dans le vide de la salle d'audience glaciale. Le juge Michael Harrison ajusta ses lunettes et saisit les documents. Sa voix coupa l'air comme une lame tranchante. Robert Thompson, après une analyse approfondie des preuves présentées, ce tribunal déclare que c'est exactement à ce moment-là que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Attendez. Une voix fluette mais déterminée résonna dans la salle d'audience, interrompant le juge au moment le plus solennel du procès. Tout le monde se retourna, surpris. Emma Thompson était debout, sortant de la rangée où elle était assise en silence. Madame Williams tenta de la retenir, mais la fillette marchait déjà vers le centre de la salle d'audience à petits pas fermes. Un murmure parcourut la salle. Le juge Harrison fronça les sourcils, clairement irrité par cette interruption sans précédent. Emma s'arrêta juste devant l'estrade surélevée, où le juge l'observait avec une impatience croissante. Même à 7 ans, elle comprenait la gravité du moment. Elle savait qu'elle défiait l'homme le plus puissant de cette pièce. « Je suis la fille de Robert Thompson », dit-elle d'une voix claire qui surprit tout le monde par sa fermeté, « et j'ai besoin de parler avant que vous ne fassiez une terrible erreur. » Le juge Harrison se pencha légèrement en avant, ses yeux se plissant de suspicion. « Enfant, » répondit-il avec une froideur calculée, « c'est un tribunal, pas un endroit pour. » « Je sais ce qu'est la justice, » interrompit Emma, provoquant un choc dans toute la salle d'audience. Une enfant de 7 ans venait de couper la parole au juge le plus redouté du Texas. « Ma mère me l'a appris avant d'aller au ciel. La justice, c'est quand la vérité éclate, même quand elle est cachée. » Pendant un moment qui sembla éternel, Michael Harrison resta silencieux. Il y avait quelque chose dans la détermination de cet enfant qui l'intriguait malgré lui. C'était un courage pur qu'il n'avait pas vu depuis des années. « Vous avez une minute, » dit-il finalement, plus par curiosité que par compassion. Emma prit une profonde inspiration et fit quelque chose que personne parmi les présents n'oublierait jamais. Elle ouvrit son sac d'école et en sortit avec précaution le chapelet de sa mère, des perles usées par le temps, mais qui brillaient encore de la foi des générations. Elle tint le chapelet dans ses petites mains et regarda directement le juge Harrison dans les yeux. « Votre honneur, » dit-elle d'une voix tremblante mais inébranlable, « mon papa n'a pas fait ce qu'ils disent qu'il a fait, et la Vierge Marie le prouvera. » Des rires commencèrent à résonner dans la salle, d'abord discrets, puis plus forts. Certaines personnes chuchotaient des remarques sarcastiques. Le procureur Chen lui-même sourit avec un dédain évident. « Pauvre enfant », marmonna quelqu'un dans l'assistance, complètement désespéré. Mais Emma ne fut pas déconcertée par la moquerie. Elle éleva sa voix au-dessus du bruit croissant. « Si vous relâchez mon papa, la Vierge Marie vous fera marcher à nouveau. » La salle explosa littéralement. Des rires cruels rebondirent sur les murs de marbre. Les commentaires malveillants se multiplièrent.
Certains applaudirent même la performance de la fillette avec moquerie. Elle a complètement perdu la tête, cria quelqu'un. Quel ridicule, remarqua un autre. Que quelqu'un sorte cet enfant d'ici, demanda une femme avec mépris. Le juge Harrison frappa le marteau à plusieurs reprises, essayant de rétablir l'ordre, mais lui-même était visiblement perturbé par l'audace de la fillette. Mais Emma Thompson, âgée de seulement 7 ans, vêtue de sa robe bleue et tenant les perles usées de son chapelet, ne scia pas. Elle s'agenouilla là, au milieu de la salle d'audience, devant des centaines de personnes qui se moquaient d'elle, et commença à prier à haute voix. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Sa voix traversa les rires comme une lame de foi pure. Certains rirent encore plus fort, mais d'autres se turent peu à peu, touchés par quelque chose d'inexplicable dans cette scène. « Béni êtes-vous parmi les femmes, et béni est le fruit de vos entrailles, Jésus. » Emma continua de prier, des larmes silencieuses coulant sur son visage, mais sa voix resta ferme. C'était une vision qui atteignit même les cœurs les plus durs. Une enfant, innocente, agenouillée dans un tribunal froid, plaidant pour la justice par la prière. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et c'est précisément à ce moment-là que quelque chose de complètement impossible commença à se produire. Pendant qu'Emma continuait de prier, ignorant complètement les moqueries autour d'elle, Michael Harrison commença à ressentir quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 15 ans. Au début, ce n'était qu'un léger picotement dans sa jambe droite, si subtil qu'il pensa d'abord que ce n'était rien d'autre qu'une suggestion psychologique, peut-être une étrange réaction émotionnelle à cette scène bizarre. Mais le picotement s'intensifia. Il se transforma en une sensation chaude et vivante qui remonta son mollet comme de minuscules vagues d'électricité. C'était quelque chose qu'il n'avait plus ressenti depuis le fatidique accident de 2008. Michael serra les accoudoirs de son fauteuil roulant, ses phalanges blanchissant. Son cœur commença à s'emballer. Ce n'est pas possible, pensa-t-il désespérément. C'est psychologique, juste une suggestion mentale. Pourtant, la sensation s'intensifia. C'était comme si quelque chose de longtemps endormi depuis une décennie et demie tentait de s'éveiller. Des nerfs morts pulsant d'une nouvelle vie. Des muscles oubliés recevant des signaux impossibles. Emma acheva son premier « Je vous salue Marie » et commença le second, complètement inconsciente de l'impact que ses paroles avaient sur le juge. Sa foi était si pure, si absolue qu'elle semblait créer un champ d'énergie invisible autour d'elle. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Michael essaya de bouger ses orteils. Pendant une seconde terrifiante et merveilleuse, il les sentit réagir. Juste un instant, mais c'était réel. 15 ans de paralysie totale, et maintenant ça. Sa respiration devint difficile. Une sueur froide commença à couler sur son front. La salle d'audience restait dans le chaos, les gens riant et criant, mais il n'entendait plus rien d'autre que la voix de la fillette en prière. « Béni êtes-vous parmi les femmes. » La sensation dans ses jambes s'intensifia encore. C'était comme si un courant électrique traversait des nerfs morts, réveillant des muscles atrophiés, restaurant des connexions que l'on croyait perdues depuis longtemps. Michael essaya de cacher ce qui se passait. Il serra plus fort les accoudoirs de la chaise, se forçant à garder l'expression impassible que tous connaissaient. Mais à l'intérieur, il était en panique totale. Cela ne peut pas arriver, se répétait-il. Les lésions de la moelle épinière sont irréversibles. Les médecins ont été clairs. Emma continua de prier. Maintenant à son troisième « Je vous salue Marie », ses paroles coulaient avec une foi qui pouvait déplacer des montagnes, une certitude absolue que la Vierge Marie entendait chaque syllabe. Et puis cela arriva. Pendant environ 5 secondes éternelles, Michael Harrison sentit complètement ses jambes, pas seulement des picotements ou des sensations vagues, mais un contrôle total. Ses muscles répondirent aux commandes de son cerveau, ses pieds pressèrent le repose-pied du fauteuil. Pendant 5 secondes miraculeuses, le juge Michael Harrison sentit ses jambes. Michael Harrison laissa échapper un cri étouffé et se pencha en avant dans le fauteuil roulant, les mains tremblantes. Toute la salle d'audience s'arrêta. Les rires cessèrent instantanément. Tous les regards se tournèrent vers le juge le plus redouté du Texas. « Votre honneur » demanda le greffier, inquiet. Emma cessa de prier et le regarda avec ses grands yeux pleins d'espoir. Michael essaya de retrouver son calme, mais ses mains continuaient de trembler. La sensation avait disparu, mais le souvenir de ces 5 secondes brûlait dans chaque fibre de son être. D'une voix rauque et presque inaudible, il murmura « Cette session est ajournée indéfiniment. »
Le marteau du juge glissa de ses mains. 3 heures plus tard, Michael était dans le bureau du neurologue qui le suivait depuis 15 ans. « J'ai besoin de nouveaux tests maintenant », dit Michael avec urgence. « Oh, Michael, vous avez passé des tests complets il y a 6 mois. Tout est comme d'habitude. » « Non », interrompit-il, frappant du poing sur le bureau. « Quelque chose s'est passé aujourd'hui. J'ai senti mes jambes. Pendant quelques secondes, je les ai senties complètement. » Le médecin le regarda avec inquiétude. Cela pourrait être le stress. Parfois l'esprit crée des sensations. Ce n'était pas de l'imagination. La voix de Michael sortit ferme. J'ai bougé mes pieds. J'ai senti mes orteils presser le repose-pied de la chaise. Très bien, dit le docteur, saisissant son agenda. IRM demain. Nous verrons. Michael sortit plus confus qu'il n'était entré. Pendant que Michael gérait sa propre crise, une enquêtrice décida de réexaminer l'affaire de Robert Thompson. Comment un homme sans casier judiciaire, connu pour son honnêteté, pourrait-il faire une chose pareille, murmura-t-elle à elle-même. Les images des caméras étaient de mauvaise qualité. Le suspect ressemblait à Robert, mais elle savait à quel point les apparences pouvaient être trompeuses. Elle découvrit qu'il avait travaillé dans 3 maisons voisines cette même semaine. Il avait une raison légitime d'être dans la zone. Mais la découverte la plus importante restait à venir. Un homme nommé Mark Stevens, qui ressemblait beaucoup à Robert, avait été arrêté une semaine avant le cambriolage et libéré 2 jours plus tôt avec une caution payée par un bureau que personne ne pouvait localiser. Elle obtint l'autorisation d'inspecter le camion de Robert. La serrure du coffre avait été forcée, quelque chose d'ignoré dans le rapport original. Quelqu'un a placé ce bijou ici après coup, conclut-elle. En retraçant qui avait eu accès aux preuves, elle arriva à un nom, le jeune assistant du procureur, endetté, ami d'enfance de Mark Stevens, et désespéré d'impressionner son patron. Confronté, il s'effondra. « Je voulais juste aider Mark », cria-t-il. « Je pensais que personne ne le découvrirait jamais. » Il avait planté le bijou dans le camion, falsifié des documents, fabriqué des preuves. Le procureur ne l'avait jamais su. Il avait été trompé comme tout le monde. La confession fut envoyée directement au juge Michael Harrison. Pendant ce temps, Michael Harrison était à l'hôpital, subissant des examens neurologiques complets. Les résultats sont surprenants, dit le docteur Foster, analysant les images sur l'écran avec un air étonné. Que voulez-vous dire, Michael? Il y a quelque chose que je ne comprends pas, votre lésion médulaire est toujours présente, mais il y a des signes d'activité neurologique qui n'existaient pas auparavant. Michael sentit son cœur s'emballer. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que certains de vos nerfs montrent des signes de régénération. Très légers, mais détectables. C'est extraordinaire. Est-il possible que je marche à nouveau? Le docteur Foster hésita. Il est encore bien trop tôt pour le savoir, mais je peux dire qu'il y a une réelle possibilité. Michael quitta l'hôpital avec un mélange d'espoir et de peur qu'il n'avait pas ressenti depuis des décennies. Quand le procès reprit, la salle d'audience était bondée. L'enquêtrice présenta tout, la confession de l'assistant, l'identification du véritable coupable, la preuve que le bijou avait été planté. Michael Harrison, encore en train de digérer ses propres examens médicaux, déclara, après un examen complet des preuves, ce tribunal déclare Robert Thompson innocent de toutes les charges. Monsieur Thompson est libre de partir. Le moment où le père et la fille furent réunis fut émouvant. Emma courut dans les bras de son père. Papa, je savais que tout irait bien. Robert la serra fort. Michael Harrison observa la scène, toujours dans son fauteuil roulant, mais sentant quelque chose de différent s'éveiller en lui. 3 mois plus tard, le juge de fer avait disparu. À sa place, un homme avait émergé qui équilibrait enfin la justice avec la compassion, et les sensations dans ses jambes continuaient de croître. Mois après mois, les tests montraient de petites améliorations. C'est un cas unique, dit le docteur. Je ne peux pas l'expliquer, mais vos nerfs se régénèrent. 6 mois plus tard, c'était un jeudi ordinaire lorsque Michael se réveilla en ressentant quelque chose de différent. Ce n'était plus des picotements occasionnels. C'était le contrôle. Pendant le petit déjeuner, il essaya de bouger ses orteils. Ils répondirent complètement. Michael saisit les bords de la table et pour la première fois en 15 ans, essaya de se lever. Ses jambes, faibles mais fonctionnelles, le soutinrent. Michael Harrison était debout. Il fit un pas prudent, puis un autre,
et un autre. Après 15 ans, Michael Harrison marchait. 2 heures plus tard, Michael était au pas de la porte des Thompson. Quand Robert ouvrit la porte et le vit debout, s'appuyant sur une canne mais marchant clairement, il resta sans voix. « Emma » cria-t-il. « Viens ici. » Emma apparut, vit Michael debout, et sourit avec une joie authentique. « Monsieur Michael, comme c'est merveilleux. » Elle l'embrassa chaleureusement. « Emma, dit-il, profondément ému. Merci de m'avoir aidé à retrouver mon cœur. » Vous l'avez fait vous-même, répondit-elle. Vous avez juste eu besoin de vous souvenir qu'il était toujours là. Et ainsi cette petite fille, âgée de seulement 7 ans, changea à jamais le destin d'un juge et de tous ceux qui furent témoins de ce jour. Car ce qui s'est passé là ne peut être expliqué seulement par les lois, par la logique ou par la science. C'était un miracle. Un miracle de la Vierge Marie, née de la foi pure d'une enfant qui osa croire quand tout le monde riait. Et peut-être que c'est là le plus grand pouvoir des miracles. Ils se produisent quand quelqu'un s'agenouille de tout son cœur, même si le monde entier doute. Que le même amour de la Vierge Marie qui a rendu l'espoir à Michael Harrison atteigne aussi votre vie. Qu'elle touche les douleurs que personne ne voit, guérisse les blessures que personne ne comprend, et fasse refleurir ce qui semblait perdu à jamais. Car les miracles de la Vierge Marie se produisent encore, et le prochain pourrait vous arriver si vous ouvrez votre cœur à l'intercession de la Vierge Marie. Si cette histoire a renforcé votre foi, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour suivre plus de témoignages et de miracles de la Vierge Marie. Et dans les commentaires, écrivez avec foi, Vierge Marie, intercédez pour nous. Ainsi, ensemble, nous formerons une grande chaîne de prières.